Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. La Cour suprême de Dakar a abrité la prestation de serment des 12 nouveaux membres de la Sénat. Les représentants de la Commission électorale nationale autonome promettent de remplir dûment leur mission. Le chef de l'État est arrivé à Kédougou, première étape d'une tournée économique qui va le mener dans plusieurs régions. Macky Sall dirige en ce moment même un conseil présidentiel dédié à la région. Il va procéder également dès ce mardi à l'inauguration et au lancement de plusieurs travaux routiers. En brassard rouge, les agents de l'administration sénégalaise haussent le ton. Ils demandent entre autres la généralisation de l'indemnité de logement et l'attribution des primes au profit des chauffeurs. Et puis mondial U17 en Indonésie, le Sénégal face à la Pologne ce mardi. Une victoire leur offre la voie au 8e de finale. C'est d'ailleurs le principal objectif de la tanière. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'installation ce lundi des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. Ils ont prêté serment à la Cour suprême de Dakar en charge de la supervision et du bon déroulement de l'élection présidentielle du 25 février prochain. Eh bien, ces 12 membres de la Sénat s'engagent à s'acquitter de leur mission. Le compte-rendu est signé Cheikh Diop. Ils sont plus de 10 nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome. Ils ont juré devant Dieu et les hommes pour une nouvelle mission. Le Sénégal a fait le choix de bâtir progressivement une nation démocratique. Et cela passe par un arbitre impartial pour des élections transparentes. La Sénat occupe une place privilégiée et un rôle prépondérant au regard des attributions que lui attribue la loi. En effet, conformément aux articles L5 et L6 du Code électoral, la Sénat contrôle et supervise l'ensemble des opérations électorales et référendaires, veille à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté. Elle fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs ainsi qu'aux candidats le libre exercice de leurs droits. La Sénat est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d'organisation, de prise de décision et d'exécution depuis l'inscription sur les listes électorales. Il compte faire le job et s'engage à ne laisser influencer ni l'intérêt personnel, présent ou futur, ni par une pression d'aucune sorte. Il n'y a rien de facile en ce monde-là. Le travail que nous allons faire est un travail qui va être difficile. Mais nous avons une base légale et tout ce que nous voulons faire, c'est de telle sorte qu'il y ait une égalité de chance pour tous les citoyens électeurs de pouvoir exprimer leur choix, qu'il y ait une égalité de chance pour tous les candidats d'être certains que ce scrutin va être sincère. C'est ce que nous voulons faire. La seule réserve, c'est qu'il faut que l'électeur, le citoyen, soit admissible pour être électeur, que le citoyen soit admissible pour être candidat. Les réserves sont prévues par la loi. Le vice-président de la Sénat a tenu à rassurer les Sénégalais pour l'organisation d'une élection transparente sans contestation majeure. Ces nouveaux membres de la Sénat doivent exercer un mandat pour une durée de 6 ans, à compter du 3 novembre dernier.
Et nous restons avec la Sénat. Le nouveau patron de l'institution, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, a prêté serment ce matin. Le magistrat à la retraite remplace désormais Abdoulaye Sylla. Le président du Conseil constitutionnel a rappelé son brillant parcours. Badio Camara est convaincu qu'Ahmed Tidiane Coulibaly accomplira la mission. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Cheikh Diop. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, nommé nouveau membre du Conseil constitutionnel, est un magistrat émérite avec qui j'ai longuement cheminé. C'est donc en toute connaissance de cause que j'ai le plaisir de rappeler en cette occasion solennelle quelques points saillants de son brillant parcours qui rassure quant aux capacités de l'homme à assumer cette nouvelle et exaltante responsabilité. Après une maîtrise en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop, M. Coulibaly a obtenu le brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature, section judiciaire, en 1979. Sa carrière de magistrat a commencé en tant que juge au tribunal régional de Thiès. De 1989 à 2002, M. Coulibaly a été tour à tour conseiller technique, puis adjoint au directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, commissaire du gouvernement auprès de l'ordre des experts et évaluateurs agréés du Sénégal, puis conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation. De 2012 à sa date de retraite de magistrat, il a occupé les plus hautes fonctions à la Cour suprême. Monsieur le juge Coulibaly, après vous avoir tant sollicité, l'État vous invite à nouveau à servir. Il ne doute point que c'est avec détermination et engagement que vous répondez à son appel. À la une de l'actualité politique, le candidat de Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections, Amadou Ba, cible de critiques dans son propre camp. Selon certains camarades de parti, il n'assure pas et ne rassure pas, décrit pourtant comme le profil adéquat. Pourquoi Amadou Ba est-il devenu en si peu de temps l'objet de critiques? Sa reconduction à la tête du gouvernement constitue-t-elle une erreur de la part du président Sall? Élément de réponse dans ce reportage, il les signale Hassan Ba. Le doute commence à s'installer au vu de nombreuses critiques de responsables de Benno Bokk Yakaar contre leur candidat Amadou Ba. Amadou Ba, un candidat amorphe, sans réaction. D'après Souleymane Jules Diop, il ne rassure pas. Il n'est pas le seul à douter de Amadou Ba. Abdoulaye Bibi Baldé, qui a décidé d'élever la voix et de dire tout haut ce qui se disait tout bas. Ce n'est pas une surprise pour ceux-là qui ont l'habitude d'observer la scène politique. Amadou Ba est méconnaissable. Il sait se jouer de son monde, regrette-t-il avant d'ajouter que les structures du parti APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar à la base ont fini d'être profondément divisées avec un manque de concertation, de coordination et de communication. Ainsi donc, Amadou Ba ne rassure pas dans sa démarche, dans son organisation, dans son discours, dans ses faits et gestes, d'après son camarade de parti. C'était évident depuis le début. Le plus dur pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, c'est de resserrer les rangs autour de lui. Politiquement parlant, peut-il le faire? Le boss, le président Macky Sall, lui a-t-il facilité la tâche? Sa reconduction à la tête du gouvernement a constitué pour bon nombre d'observateurs une erreur de la part du chef de l'État, Macky Sall. Le président de la République, Macky Sall, est arrivé ce lundi peu avant 17 h à Kédougou, première étape de sa tournée économique qui le conduira dans plusieurs régions. L'avion transportant le chef de l'État a atterri à l'aérodrome de Kédougou, au quartier Tripano. Le chef de l'État va présider ce lundi un conseil présidentiel dédié à la région de Kédougou. Il va également procéder dès ce mardi à l'inauguration de la route Kédougou-Salémata et au lancement des travaux des routes Mako-Kédougou-Moussala, Bandafassi-Dindéfelo et Bembou-Khosanto-Sabadolakay.
Voilà, nous reviendrons sur cette tournée certainement lors de nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a organisé ce lundi une journée de port de brassard rouge devant la sphère ministérielle à Diamniadio. Ils exigent la généralisation de l'indemnité de logement, la résolution de la question des primes de prudence pour les chauffeurs. Ces agents ont également évoqué la question des décisionnaires sur leur plateforme revendicative. Le collectif compte déposer dès ce mercredi une demande de marche sur la table du préfet de Dakar. Je vous propose d'écouter tout de suite M. Oumar Dramé. Il est coordinateur du collectif interministériel des agents de l'administration. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambasson. Nous ne pouvons pas comprendre deux poids, deux mesures dans une même administration. Donc sur les 170 000 agents que constitue la fonction publique, les 140 disposent d'une indemnité de logement. Les 30 000 agents qui restants n'en disposent pas. En plus, nous voulons que les contractuels aussi soient pris en compte, surtout par rapport vraiment à leur plan de carrière, à leur aussi reclassement. Le chef de l'État avait autorisé à ce qu'on augmente la prime de prudence pour les chauffeurs, quittant de 60 000 à 120 000. Mais malheureusement, on constate que la décision présidentielle n'est pas encore effective. Il y a le point aussi sur les problèmes de diplôme et de reconnaissance. Parce que vous savez, dans la fonction publique, donc, les agents, une fois recrutés à une hiérarchie inférieure, après, ils vont aller étudier. Une fois obtenir leur diplôme, ils viennent à la fonction publique pour un reclassement. Malheureusement, les contraintes donc, qui surgissent parfois, c'est par rapport vraiment à une habilitation au niveau des établissements où ils ont effectué leur formation. Déjà, à partir de mercredi, nous allons déposer à la préfecture de Dakar pour une marche nationale. Et cette marche sera l'occasion, n'est-ce pas, au niveau central comme au niveau déconcentré, de rassembler tous les camarades véritablement pour manifester à l'État notre détermination et notre engagement. Des rescapés de la pirogue de Bargny devant rallier l'Espagne, pris en charge à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Plusieurs d'entre eux présentent des lésions cutanées très avancées, des cas de déshydratation plutôt très avancés et des troubles psychiques selon les médecins. Pour ces soignants, eh bien, il est temps que l'État brise toute la chaîne menant nos jeunes à des lendemains incertains. Mamadou Fall. Lésions cutanées, déshydratation, troubles psychiques, tels sont les différents symptômes détectés chez les rescapés de la pirogue qui avait quitté Bargny pour l'Espagne. Plusieurs d'entre eux sont acheminés à l'hôpital Youssou Mbargane. 10 ont été reçus rien que ce vendredi. Le vendredi passé, les sapeurs-pompiers, nous avons acheminé 10 rescapés du candidat de l'immigration clandestine. Donc sur les 10, les 3 avaient un pronostic qui était un peu engagé, dont un qui avait une déshydratation sévère avec une altération de l'état général. Ils sont venus, on les a pris en charge avec l'aide du service social, donc avec les médicaments et tout. Donc à la fin, ils sont tous sortis. Un service d'urgence aménagé pour soutenir toute victime de ce que l'on considère comme un fléau. En tant qu'hôpital départemental, l'hôpital de Soubagan, nous sommes acteurs dans cette affaire parce qu'à chaque fois qu'il y a des rescapés, on les achemine ici au niveau de notre structure. Et les médecins font tout pour assurer la prise en charge afin que les jeunes qui s'aventurent en mer puissent tirer d'affaire. Maintenant, la lecture qu'il faut tirer de cette affaire, c'est que rien qu'à vendredi passé aussi, moi j'ai été à Bargny pour aller présenter des condoléances à 2 familles éplorées. C'est au chavirement des pirogues de transporter leurs enfants. Donc l'un même travaille ici à l'hôpital, il me dit à la radio, il a perdu 2 de ses filles. 2 de ses filles, ils étaient 3, dont les 2 filles sont finalement décédées, mais le garçon finalement a échappé. On était parti à la famille éplorée pour présenter nos condoléances. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'il faut briser cette chaîne. Un fléau qui hante le sommeil des chefs de famille. Certains ont eu la chance de voir leur progéniture sauvée de justesse. Man daf may feebar ba nga xamanteni suma tëddee duma nelaw envoyé nañ ma juróomi élément yoo xam ne ay jigéen nañ dañu gaañu biñ ma ko envoyé ba tey dama am problème bopp damay miir daal ndax tiit daal
Dépassé par ce qu'il voit dans son établissement, le directeur de l'hôpital lance un appel aux parents, mais exige des sanctions. La chaîne, une période de 300 personnes, où chacun a donné 400 000, mais le gars, c'est un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Donc ceux qui organisent ces voyages-là, ce sont ceux qui gagnent de l'argent. Donc il faut briser cette chaîne aussi. Donc sensibilisation et des condamnations fermes. Rufisque et Bargny, deux localités qui ont perdu des dizaines de jeunes ces derniers jours à cause de l'immigration clandestine. Mérina Ndakhar s'engage contre l'immigration clandestine pour éviter à sa population les embarcations de fortune. Les conseillers municipaux de cette commune entreprennent d'y renforcer le développement des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, les technologies de l'information et de la communication. Aïmerou Ning est maire de la commune. Ses propos sont recueillis par Habib Faye et Amadouba. Nous devons simplement nous organiser, faire de sorte que les potentialités que renferme notre pays, que nous puissions les exploiter et faire de sorte que les jeunes, les femmes, les moins jeunes qui sont avec nous puissent bénéficier. Vous savez, on ne peut pas développer le Sénégal si on ne développe pas les territoires. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes réunis, pour qu'ensemble nous puissions saisir toutes les opportunités au plan local, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pisciculture, dans le domaine de la protection de l'environnement, dans le domaine des mines, parce que nous avons découvert aussi du phosphate dans notre contrée, comment faire de sorte que ces ressources aussi importantes puissent bénéficier aux Sénégalais et en particulier aux jeunes, aux femmes et aux populations qui vivent à Mérina. Et puis le pire frôlé hier à la plage de la Voile d'Or avec le chavirement d'une pirogue transportant des journalistes. Ces derniers étaient en partance pour un point de presse sur des thématiques diverses et variées, axées sur les changements climatiques, l'exploitation du pétrole et du gaz ou encore les migrations irrégulières. Ils devaient se rendre à Gorée, puis ensuite au port des hydrocarbures, mais leur pirogue surchargée, selon des témoins, a fini par se retourner. Les occupants avaient toutefois porté des gilets de sauvetage, ce qui a permis d'éviter un drame. L'organisateur de cette excursion revient sur l'accident, mais dit d'avoir pris toutes les précautions. Nous écoutons Mbakesek, le voici au micro de Chérif Tia. Nous avons réuni sur la plage des acteurs de la pêche artisanale, des écologistes et des experts de toute nature pour discuter sur notre campagne Sauver la pêche à la mer. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait de moins en moins de poissons dans les côtes sénégalaises, que nous étions vulnérables au changement climatique, que nous sommes de plus en plus victimes de l'immigration clandestine et qu'il fallait en parler pour proposer nos points de vue aux décideurs, parce que dans toutes les grandes rencontres, on donne la parole aux experts sans tendre cette parole aux populations impactées. Nous devons visiter la zone de pêche protégée de Anne, nous devons visiter dans notre excursion marine les bateaux qui attendent leur licence de pêche amarrée au large de Gorée. Toutes les mesures de sécurité à notre niveau ont été prises. Nous avions sur place 57 gilets de sauvetage. Toutes les 49 personnes qui étaient sur la pirogue, à l'exception de l'équipage, avaient des gilets de sauvetage. C'est pourquoi, quand la pirogue a chaviré à 50-100 mètres de la plage, tout le monde a pu être sorti de l'eau sauf. Et nous, là où nous étions, il y avait un dispositif de sécurité avec des sapeurs-pompiers, avec des maîtres nageurs qui ont mis sur place des canoës et récupéré l'ensemble des naufragés. Tout le matériel qui était en mer a été repêché, les lunettes ont été repêchées, les téléphones portables ont été repêchés et même des clés et des portefeuilles ont été repêchés. Parlons consommation à présent avec la commercialisation du pain au niveau des boutiques, une façon de faire qui dérange les professionnels. Ils se félicitent de l'opération menée par le ministère du Commerce. Selon Amadou Gueye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, eh bien, la vente du pain doit être bien encadrée, mais les boutiquiers, eux, pensent que le retrait de ces produits de leur boutique est irrégulier. Le reportage est signé Mamadou Fall. Devise vendeurs et boulangers, les lois résistant à commercialisation dans les boutiques n'est pas bien comprise pour certains. L'opération menée par les agents du ministère du Commerce est décriée par les boutiquiers. Je vais faire savoir à la population sénégalaise qu'il n'y a aucune loi qui interdit la vente de pain dans les boutiques.
le décret numéro 2019-2277 réglementant les activités de production, de distribution et de vente des produits de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal. Dans son article 11 dit et interdit toute autre forme de vente des produits de boulangerie, les boutiques ne disposant pas d'aménagement et de personnel prévu à cet effet. Donc la loi elle est claire. Il suffit que les boutiquiers aménagent leur boutique et qu'ils aient une personnel, donc ils peuvent vendre. Mais le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal estime que ce n'est pas la première fois qu'une telle opération soit réalisée. C'est qu'il souhaite maintenant qu'il y ait un suivi. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal est en phase avec le ministère du Commerce à travers le service régional du commerce par rapport à cet assainissement actuel. Ce n'est pas la première fois aussi. Est-ce qu'il y aura un suivi? C'est ça qui nous inquiète. C'est pourquoi nous demandons au ministère du Commerce, au ministre surtout du Commerce, de doter de moyens suffisants au service régional du commerce de Dakar, surtout pour continuer cette opération. C'est ça qui nous rassure. Il faut comprendre le sens de notre demande par rapport à la hausse du prix du pain. Tous les intrants ont fortement augmenté. Mais nous demandons, nous sommes dans un régime d'homologation, nous demandons simplement que le prix augmente. La vente du pain est bien encadrée et toute personne qui ne la respecte pas s'expose à des sanctions, selon les professionnels. Allez, nous reparlons du déguerpissement au marché Sandaga. La synergie des marchands ambulants pour le développement déplore la démarche des autorités. Pour Adama Sow, secrétaire général de la dite structure, le contexte socio-économique n'est pas propice pour déguerpir des marchands. En conférence de presse cet après-midi, les membres de la CIMAD plaident pour la continuité du projet de recasement des 1400 ambulants initiés il y a de cela des années. Nous écoutons Adama Sow, il s'exprime au micro d'Aminata Mbaresso et de Maudit Diop. Le moment n'était pas opportun de procéder à des déguerpissements pour pousser les jeunes à aller prendre les pirogues. C'est pourquoi nous avons convié ce point de presse pour demander à l'État de surseoir à ces opérations de déguerpissement qui n'ont fait que détruire des emplois, des jeunes en quête de survie dans leur propre pays, qui croient en leur pays et qui croient qu'ils peuvent réussir dans ce pays. Vraiment, je pense que l'État gagnerait à penser à sauvegarder leurs emplois au lieu de détruire les emplois. Et nous demandons aussi, nous profitons de cette occasion pour demander au maire Alioune Ndoye d'accélérer le processus de recasement qu'il avait entamé, parce qu'il avait prévu de recaser 1400 marchands ambulants au niveau du site de Petersen. Et je pense que cela pourrait contribuer à régler une partie du problème de l'encombrement. Allez, l'éducation à présent, suite au refus du conseil académique de rouvrir Cheikh Anta Diop, le professeur Yankoba Seydi réagit. Il accuse le recteur de l'université de faire le jeu des politiciens. Selon lui, rien ne s'oppose à la réouverture du campus. Par conséquent, il compte se battre aux côtés de ses collègues du SAES pour obtenir gain de cause. Le voici au micro de Chérif Dia. Il n'y a rien qui justifie la fermeture des universités. C'est le 6e mois. Depuis le 1er juin, le campus est fermé. Il n'y a pas de raison valable qui tienne. L'université, dans tous les pays du monde, c'est le dernier rempart. L'université doit résister. En période de guerre, entre 40 et 44, il y a des universités qui avaient résisté à l'occupation allemande. Les guerres napoléoniennes en Espagne, les universitaires et les universités avaient résisté. Le Sénégal n'est pas en guerre, on n'a pas de bombes qui tombent, il n'y a donc aucune raison que les universités ne ferment. Ce ne sont pas les amphithéâtres, ce n'est pas toute l'université qui a brûlé. Il y a des parties de l'université qui ont été brûlées, mais ce n'est pas de nature. Et c'est d'ailleurs pourquoi le Conseil parle de sécurité. C'est très bien qu'il n'y a pas, sur le plan infrastructurel, il y a quand même la possibilité de pouvoir faire les enseignements en présentiel. Même eux parlent de sécurité. Moi, j'accuse le recteur et j'accuse également les autorités politiques qui sont derrière lui. Moi, je sais que le recteur est en train, et je l'ai dit, que le recteur exécute une commande politique. Il faut avoir le courage de le dire. Moi, je le dis. Très sincèrement, je prends mes responsabilités pour dire que les recteurs, les autorités académiques ne doivent pas du tout suivre. Et c'est pourquoi nous, on se battait donc pour l'autonomie des universités. L'autonomie, c'est ce sens-là qu'elle a.
Les universités doivent fonctionner. Il n'y a rien. L'État a l'obligation, si l'État sent qu'il y a un problème de sécurité qui risque de se poser, l'État a l'obligation de mettre la sécurité, les conditions sécuritaires qui sont requises pour que les cours se déroulent normalement. Célébration des 50 ans du cinquantenaire de l'ONG Enda Tiers-Monde au Sénégal. L'organisation fondée en 1972 a organisé ce dimanche une randonnée pédestre. Occasion pour Enda de rappeler les actions menées depuis près de 50 ans, mais aussi ses défis pour les années à venir. Mariam Sow est la présidente d'Enda Tiers-Monde. Elle est avec Mambiram Diouf et Lamine Diagne. Les premières activités d'Enda qu'Enda a impulsées, où Enda a averti, où Enda a dit non, faites attention à la gouvernance, à l'exploitation de l'environnement. Où Enda a dit, faites attention aux jeunes qui sont là et qui se cherchent. Donc travailler avec la jeunesse au niveau populaire. C'est Enda a dit, attention, que tout le monde a le droit de vivre où on veut. Son combat avec les quartiers de bidonville. Donc, Enda a compris aussi qu'il faut que tout ça soit construit en mouvement. Et là, on sait bien que Enda, si le taux de prévalence du sida est aujourd'hui faible, le plus faible dans nos pays africains, c'est grâce à l'anticipation de Enda Tiers-Monde. L'énergie là qu'on a, il ne faut pas la gaspiller. Il faut voir comment produire ça autrement. C'est Enda qui a dit attention aux dangers des pesticides. Attention à des systèmes qui dégradent l'environnement. L'actualité sportive à présent, ça démarre avec le mondial U17 qui se tient en Indonésie. Le Sénégal rencontre la Pologne ce mardi à compter de 9h GMT. Une victoire ouvre la porte des huitièmes de finale au Lionceau. Un de leurs objectifs dans ce match bien préparé. Le reportage est signé Chersali Boudjara. Face à la Pologne pour leur deuxième sortie au mondial U17, les Lionceaux du Sénégal se fixent un double objectif pour la suite de la compétition en Indonésie. C'est un match hyper important, en ce sens il nous permet d'assurer une qualification au second tour. Mais je suis et surtout gagner ce match-là nous permettra effectivement d'utiliser tout le groupe. On sait que dans cette compétition, on a un effectif réduit de 21 joueurs. Il est important que tous les joueurs se sentent impliqués et je pense que gagner ce match-là, qui est synonyme de qualification au second tour, nous permettra effectivement de pouvoir effectivement jouer sur l'ensemble de l'effectif car on est conscient qu'on aura besoin de tout le monde pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Des défis à relever, source de motivation. On a pris non seulement la température ambiante du pays, mais aussi la température de la compétition. Je pense que sur cet élément-là, on a des arguments à faire valoir. On n'a pas de souci en ce sens. Mais il ne faut pas que l'importance emporte sur le jeu, parce que c'est le jeu qui va nous permettre effectivement de nous rendre compte de l'importance du match. Les garçons sont conscients. Nous allons axer notre argumentaire sur la motivation individuelle, mais aussi et surtout sur la motivation collective. Et on sait que cette motivation collective nous permettra effectivement d'avoir un résultat probant. La rencontre Sénégal-Pologne, comptant pour la deuxième journée de la poule D, c'est ce mardi à partir de 9h à Bandung. Et on croise nos doigts pour nos lionceaux. On continue toujours sur le gazon vert pour parler cette fois-ci des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale du Sénégal a démarré sa préparation des deux matchs contre Soudan du Sud et Togo les 18 et 21 novembre prochains. 14 lions étaient présents à la première séance d'entraînement à Diamniadio. Khariala a abrité la première édition du tournoi de la paix de la commune de Grand Yoff. C'est dans le but de sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'éducation, mais aussi et surtout lutter contre la violence dans le milieu sportif. Une compétition remportée par l'ASC Niveau. Le compte rendu est toujours signé Chersali Boudjara. Le football pour sensibiliser la jeunesse, c'est la trouvaille des organisateurs du tournoi de la paix à Grand Yoff. Nos petits frères, ils abandonnent les écoles très tôt à cause
poursuite de banditisme. Pour vaincre ce fléau, j'ai dû organiser un tournoi. Les équipes qui m'ont accompagné dans ce tournoi m'ont accompagné à vaincre ce fléau. Parce que je l'ai vu la fois passée. Ils m'ont accompagné, soutenu. Ils sont entrés dans les maisons, porte à porte, lancer des messages partout, dans les grandes places, partout. Du côté des jeunes, ils ne demandent que cela et l'ouverture d'autres opportunités. Avant les matchs, nous lancions des messages aux plus jeunes et nous poursuivons cela au niveau des quartiers. Les footballeurs de Grand Yoff attendent plus d'aide sur le plan matériel ou managérial. Un tournoi qui va être pérennisé dans une commune pétrie de talent. À Grand Yoff, il y a vraiment une entente entre les jeunes. C'est un tournoi qu'on a organisé à Khariala pour la première édition, mais pour les autres éditions, nous pensons que vraiment on peut élargir le tournoi à d'autres équipes de Grand Yoff. Sur le plan sportif, nous allons accompagner les jeunes de Grand Yoff parce que vraiment il y a beaucoup d'infrastructures qu'on doit réaliser à Grand Yoff. Vous avez vu le terrain de Galgui qui est un terrain nu. Il y a le terrain de Gangui, il y a le terrain de Djubo et d'autres terrains qu'on doit réfectionner. Et là vraiment nous serons l'ambassadeur ou bien les ambassadeurs de la commune de Grand Yoff pour que Grand Yoff vraiment puisse rayonner au niveau national. Cette première édition du tournoi de la paix à Grand Yoff a été remportée par l'ASC Niveau devant l'ASC Cafégui à l'issue d'une séance de tir au but. Une apothéose festive d'une noble initiative. Et puis une fois n'est pas coutume, nous parlons d'aquagym dans ce journal avec la célébration de la 11e édition de la Journée mondiale de l'aquagym. Les vertus de la discipline ont été célébrées à la plage de Ngor, un événement mondial pour promouvoir le sport nautique. La culture lébou a été également fêtée. Reportage Chérif et Maud Diop. La culture lébou et le sport célébrés ce week-end à l'occasion de la 11e édition de la Journée mondiale de l'aquagym. Le sport nautique, idéal pour tout âge. Pour représenter le Sénégal au niveau mondial, et actuellement cette année, si je me trompe, on est quand même 94 pays à l'organiser dans de 6 différentes sites. La plage de Ngor a refusé du monde. Beaucoup de pratiquants ont répondu à l'invitation du club Les Dauphins de Ngor. Je fais de l'aquagym depuis pratiquement un mois, mais j'ai des amis championnes d'Afrique comme moi qui m'ont incité à venir. Alors je pense que l'aquagym est un sport complet. Parce que quand je suis venue le premier jour, ce qui m'a le plus impressionné, il y avait beaucoup de gens qui avaient l'AVC. Alors quand j'ai fait un mois, je les ai vus avec leur canne et quelques jours après, elles ont arrivé à marcher. Elles font de la nage comme nous et vraiment je pense que c'est un sport que tous les Sénégalais doivent pratiquer. À un hôpital à ciel ouvert, l'aquagym est pratiqué tous les matins, ici sur la plage. Les autorités, je les appelle pour qu'ils nous aident parce que là c'est un hôpital à ciel ouvert. Donc il y a beaucoup de monde et nous recevons au moins 300 personnes par jour. Et c'est tous les jours et c'est toute l'année. Comme partout dans le monde, la Journée mondiale de l'aquagym a été célébrée. Au Sénégal, les Dauphins de Ngor ont porté le flambeau dans une ambiance carnavalaise. Merci à Chérif Diop que vous retrouverez d'ici demain pour la suite du journal jusqu'à vendredi. Excellente suite de programme en notre compagnie. Désolé, ce soir, vous n'aurez pas la deuxième partie du soir d'info. Notre invité a eu de petits soucis avec les transports et nous n'excluons pas de le faire intervenir demain ou lors de nos prochaines éditions. En tout cas, excellente suite de programme en notre compagnie, excellente soirée et surtout bon début de semaine à toutes et à tous.